Excellence, Monseigneur Antoine Daniel, archevêque Frédéric de Cotonou, Messieurs et Mesdames les panélistes, Messieurs les professeurs, chères étudiantes et étudiants, et vous tous participants à ce séminaire vital pour la famille et la vie. Paix et joie à chacun et à tous. Dans son discours sur le colonialisme, Aimé Césaire faisait une affirmation lumineuse qui garde encore aujourd'hui toute son actualité et son acuité. Il exhortait en ces termes une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Fin de citation. Cette exhortation s'adressait prioritairement aux peuples africains dont le destin tragique les a souvent fait osciller entre l'identité culturelle originaire et l'orientation idéologique provenant des colons d'hier et de certains partenaires occidentaux d'aujourd'hui. En termes d'idéologie, on peut essentiellement évoquer celle qui s'impose comme un horizon de valeurs anthropologiques, démocratiques, économiques et éthiques auxquelles l'Afrique est mise en demeure de se soumettre dans une méconnaissance totale de ses propres valeurs endogènes. Dans cette perspective, on assiste aujourd'hui à un certain totalitarisme éthique qui se résume en des valeurs affectives, familiales et bioéthiques auxquelles l'homme africain n'hésite pas à faire allégeance. L'affectivité est conçue comme une expérience d'émotions multiformes. La famille comme une pure expérience sentimentale, monnayable à l'infini. Et la bioéthique comme l'essence d'un choix opéré à l'aune du plaisir du moment. On comprend alors pourquoi l'euthanasie et l'avortement ne se posent plus comme des défis anthropologiques, mais simplement comme des choix éthiques dépendant de l'émotion individuelle et des intérêts personnels. Il est déplorable de noter que cette orientation ne cesse de conquérir de plus en plus la conscience collective à travers un lobbying incisif dans le champ social. En effet, depuis quelques décennies, et surtout à partir de la conférence internationale du Caire sur la population et le développement de 1994, à partir de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995 et à partir du protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 2003, la tendance est d'universaliser l'avortement, non seulement comme un choix éthique personnel, mais aussi comme un instrument de diminution de la population mondiale. À cette fin, se multiplient partout des projets de légalisation pour légitimer juridiquement la pratique. L'Afrique tout entière est ciblée pour cette cause. Des pays comme l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Cap-Vert, le Mozambique ont déjà passé le cap en reconnaissant
l'avortement comme un droit de la femme. D'autres pays d'Afrique, comme le Bénin, sont sollicités et subissent une influence et une pression continue. Dans ce cadre, la question n'est pas de savoir si l'avortement est légitime, mais de réfléchir sur le statut anthropologique de l'enfant à naître, non seulement pour éclairer l'horizon des décisions législatives, mais aussi pour aider la femme à faire des choix consciencieux, sensés et vitaux. Dans la perspective judéo-chrétienne, s'il est admis que le souffle de l'homme vient de Dieu de façon toute spéciale, selon Genèse chapitre 2, verset 7, la vie humaine, dès son surgissement dans le ventre de la mère, apparaît inéluctablement comme quelque chose de hautement sacré. Dès lors, nul ne saurait, sous peine d'une atteinte grave à l'auteur même de la vie, prétendre la supprimer. Il importe de mener une réflexion de fond autour de cette problématique. Et c'est ce que l'Institut Jean-Paul II a résolu de faire à travers ce séminaire interuniversitaire où plusieurs disciplines scientifiques sont convoquées pour donner leur lumière. En tant qu'archevêque de Cotonou et vice-grand chancelier de cette structure, je salue avec ferveur l'initiative et remercie tous les organisateurs. Je forme le vœu que le Seigneur éclaire les divers panélistes et rende vraiment lumineuses et éclairantes leurs interventions. C'est ainsi que nous pourrons, dans notre pays, prendre au sérieux l'exhortation d'Aimé Césaire en s'attaquant aux défis lancés à notre culture et à l'Église universelle pour en faire des opportunités qui honorent nos valeurs anthropologiques et spirituelles, ainsi que la civilisation de l'amour et de la vie. La conférence épiscopale du Bénin accompagne de sa bénédiction ce moment de réflexion et en mon nom, je déclare ouvert le séminaire avec le vif souhait que la vie de l'enfant à naître puisse triompher du diktat des idéologies mortifères. Bien à tous et plein travail. Nous remercions le Seigneur pour son mot d'ouverture et nous vous convions à mettre les séminaires en mode avion ou en mode silence. Les portables. Entre le silence devant l'évidence et le combat pour la vie, que faut-il choisir? Excellence, nos seigneurs les évêques, honorables autorités universitaires en vos grades respectifs, distingués artisans de sciences et de culture, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui 8 mai 2021, c'est une délicatesse de la Providence que l'ouverture de ce séminaire coïncide avec les 99 ans de naissance de son éminence le cardinal Bernardin Gantini, né le 8 mai 1922. La marche vers le centenaire commence ainsi aujourd'hui 8 mai. Au nom du comité scientifique du laboratoire de psychologie africaine de l'éducation et de la famille, la PAF, au nom du conseil exécutif de l'Institut pontifical Jean-Paul II,
et de la chaire cardinal Gantine, campus universitaire de la Conférence épiscopale du Bénin, nous vous exprimons nos chaleureuses bienvenues à la 3e édition du séminaire d'études interuniversitaires 2021 à Cotonou, au Bénin. Nous sommes partis pour un séminaire en 3 moments. Au premier moment, nous allons présenter la problématique, suivie de 5 communications respectives de 15 minutes chacune, position debout. Au deuxième moment, nous aurons la remontée en panel, position assise. Au troisième moment, après les échanges, 7 étudiants de la chaire cardinal Gantine recevront leur attestation de formation en méthodologie de recherche et d'écriture scientifique, dont le présent séminaire constitue la phase d'audition pratique. Problématique. L'enfant à naître est-il une personne? Le sujet qui nous rassemble est un dilemme. Il est d'une brûlante actualité. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une question qui provoque l'évidence et qui demeure sans cesse heurtée à un doute délibérément entretenu en termes de conscience et d'avortement. Qu'il soit volontaire, sécurisé, momentané, thérapeutique, assisté, médicalisé ou vivement tempéré, l'avortement humain est l'interruption d'un processus de gestation de la vie. Notre problématique se situe précisément au niveau de la vie naissante face à la logique des législations sur l'avortement. Certes, au niveau biologique, les données actuelles sur la vie prénatale s'accordent sur le développement continu de la fécondation à l'embryon, c'est-à-dire à l'individu humain, doué d'une information génétique propre, de l'embryon au fœtus, du fœtus au nouveau-né, viable ou non viable. Même si des questions restent à poser sur le principe de viabilité, de non-viabilité et du génétique monozygote en termes de jumeaux, la science contemporaine confirme cependant l'évidence sur le statut de l'enfant. Je cite, « Il y a un enfant, un individu biologique et humain nouveau, dès que les gamètes masculins et féminins se sont unis pour former une unité nouvelle originale. Dès ce moment, cet être nouveau possède un génotype, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes et des gènes qui déterminent la totalité de sa constitution moléculaire. » Fin de citation. La biologie et l'embryologie confirment l'évidence humaine alors que le droit s'en écarte parce que la dignité de la vie humaine reste légitimement hors du commerce. Ce qui pose le problème de la personnalité en droit et en conscience. Le juriste et le biologiste nous montrent que l'embryon est humain, soit dès le début, soit en condition. Cependant, ces mêmes données hésitent dans le dilemme d'une affirmation de l'embryon comme une personne à part entière. L'enfant à naître est-il une personne? Le sujet demeure de façon subtile dans la séparation entre le statut humain et le statut personnel. La notion de personne en son inviabilité et en sa dignité reste le socle du présent séminaire. Elle pose un paradoxe juridique évident qui, au regard des constitutions africaines, d'une part stipule la sacralité de la vie, mais en même temps envisage des projets de loi au profit de l'avortement. Mais selon quelle logique? Telle est la question principale de la première communication intitulée « La logique des législations sur l'avortement ». Elle sera présentée
par le professeur Théophile Akora, que je vous demande d'accueillir sous vos ovations. Théophile Akora est titulaire d'un doctorat en éthique politique et d'un DEA en sciences juridiques et politiques, option droit public, à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et démocratie. Maître de conférences des universités de Camès, auteur de plusieurs publications, outre ses fonctions de vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, il est l'actuel vice-président, directeur de l'Institut pontifical Jean-Paul II, section Afrique francophone. Il dispose de 15 minutes pour sa communication. Père Théophile, à vous la mort. Excellence et cher Père, Madame Mélégan, Fabiola Sedani, représentant le président de l'Assemblée nationale, chers professeurs et étudiants de cet institut, et vos participantes et participants à ce séminaire de vie pour la vie, je vous salue dans le Seigneur. Le matin d'un jour dominical, un homme du nom de Kojo, après avoir passé une nuit blanche, prit la décision d'aller voir son cousin, aussi, pour lui rassembler les idées en termes de problématiques, c'est-à-dire lui dire tous ses problèmes. Et le problème le plus crucial, c'est sa femme. Et pour la 6e fois, attendait un enfant. Au fait, Kojo avait un programme bien défini. Avoir 2 garçons et 2 filles. Et voilà qu'il a eu le 5e enfant et le 6e était en route. Il en était fâché. Il dit alors à sa femme d'avorter, ce que refusa naturellement la femme. Dès lors s'installa entre eux une ambiance délétère, conflictuelle, avec ce que les sociologues appellent la guerre armée au cœur du foyer. En prenant la décision ce matin-là d'aller voir son cousin, aussi, il voulait le travailler pour le mettre de son côté, pour que le cousin aille justement dire à sa femme d'avorter. Mais contrairement à son désir, ce cousin se mit à le travailler lui, en lui disant tout simplement: je comprends ton désarroi. On peut avoir des prévisions dans la vie, mais n'oublie pas que les prévisions peuvent être généreuses. Et même si tu n'as pas voulu de ce 6e enfant, Dieu te le donne. Dieu te le donne. Quelle idée as-tu de dire à ta femme d'avorter? Ne sais-tu pas que l'enfant dans le ventre de sa mère est déjà une personne? Si tu laisses vivre cet enfant, il ne deviendra pas une souris. Il deviendra un humain parmi les humains. Je t'en prie, ne commets pas de meurtre. Et ne dis pas à ta femme de commettre le meurtre. Il a compris, il s'en alla chez lui et la paix revint en sa maison. La grossesse évolue, et un jour l'enfant naquit
là. As-tu un concours? Donne-le-moi. J'ai quelque chose à faire. Il prit alors le concours et se dirigea avec menace vers l'enfant, comme s'il allait lui faire mal. Et voilà que Podo bondit pour dire, mais mon cousin, que veux-tu faire? Et ainsi de lui dire, je veux faire aujourd'hui ce que tu n'as pas pu faire. Et Podo de lui dire, mais hier ce n'était pas un enfant, mais aujourd'hui c'est un enfant visible, ou bien tu es aveugle. Et l'autre de lui dit, c'était déjà un enfant. Et c'est parce que je t'ai désolé que tu l'as laissé vivre. Et quand tu l'as laissé vivre, aujourd'hui il est beau, resplendissant, rayonnant. Est-ce que tu n'es pas content? À partir d'aujourd'hui, il faut croire. Il faut comprendre que l'enfant visible était déjà un enfant invisible. Car, dans le dit Tertullien, ce qui doit devenir un homme est déjà un homme. Ce qui doit devenir un homme est déjà un homme. En tout cas, c'est ma conviction. Mais cette conviction n'est pas toujours partagée par les hommes de notre temps. Elle ne reçoit pas l'assentiment de tous. On comprend pourquoi, surtout en Occident, aujourd'hui, l'enfant subit plusieurs menaces. Et la menace la plus fondamentale est celle de l'avortement. L'avortement de l'enfant, au-delà des diverses phases de son développement, zygote, embryon ou fœtus. À part les diverses manipulations, la grande menace, comme je l'ai dit, est l'avortement, et l'avortement se pratique de façon générale aujourd'hui. On compte plus de 56 millions d'avortements par an. Et l'enfant à naître est menacé justement parce qu'il n'est pas considéré comme une personne. Et cette non-reconnaissance de l'enfant à naître comme une personne repose sur des motivations. Après les avoir évoquées et soulever les interrogations y afférentes, j'émettrai quelques hypothèses en faveur de l'être personnel de l'enfant à naître, de manière à ce que ses droits soient désormais respectés. Commençons alors par la mise en relief des motivations de la non-reconnaissance de l'enfant à naître comme une personne. Le déni de l'enfant à naître comme une personne relève au fait d'une vision idéologique basée sur des arguments biologiques, philosophiques, féministes, politiciens, biomédicaux et juridiques. Au niveau biologique, l'enfant à naître est vu comme un amant de cellules, un produit disponible et manipulable à volonté. Pour certains philosophes, l'enfant à naître n'est pas une personne parce qu'il lui manque justement l'usage de la raison, l'exercice de la liberté et l'incapacité de se constituer comme un sujet pensant, un sujet conscient. D'ailleurs, Descartes disait à ce propos, audito ergo sum. Je pense, donc je suis. Donc c'est la pensée qui fait la personne. Les féministes considèrent l'enfant à naître comme un morceau du corps de la femme. Et la femme peut en faire ce qu'elle veut, comme elle veut, et quand elle le veut. Pour les politiciens antinatalistes, l'enfant à naître est bien souvent une chose gênante à
famille et l'équilibre démographique. Pour la science biomédicale, l'enfant à naître un matériau disponible à d'autres fins utiles, un produit à sélectionner, à parfaire ou à défaire en cas de danger. Selon les juristes, enfin, l'enfant à naître n'est pas un sujet de droit parce qu'il n'est pas une personne sociale. Et je pense que c'est ce que semble d'ailleurs insinuer la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 1er qui stipule que tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc il faut avoir une reconnaissance sociale avant d'avoir la jouissance d'égalité de droit et de dignité avec les autres. Voilà les diverses motivations au regard desquelles le statut anthropologique et personnaliste est refusé à l'enfant à naître, occasionnant ainsi des dérives subséquentes de manipulation et de destruction massive d'embryons. La culture de la mort plante, pour ainsi dire, sa tente dans le monde et fait ses vagues avec des lois sans cesse permissives. C'est aussi le cas en Afrique, avec des lois restreintes ou élargies en faveur de la pratique abortive pour diverses raisons. Libre gestion du corps féminin, planification familiale, violence sexuelle et santé de la mère. À toutes ces raisons, il faut ajouter aujourd'hui celles liées à la politique du dépeuplement en Afrique par l'Occident. À cette fin, les chefs d'État occidentaux font violence à tous les chefs d'État africains pour la prise des lois abortives dans la perspective de l'application des droits sexuels et de la santé de la reproduction. Plusieurs projets sont en attente de leur exécution pour que l'avortement soit légalisé partout en Afrique. Que penser de ces pratiques? Que penser de ces motivations? Il est légitime. Deuxième étape, analyse des critiques des motivations. Pour une analyse rapide de la situation, on peut dire que les nombreuses menaces sur l'enfant à naître sont en autres motivées par sa non-reconnaissance comme une personne. Mais peut-on vraiment dire qu'il n'est pas une personne? Peut-on dire qu'il n'est pas sujet de droit? Peut-on remplacer son droit par celui de sa mère? Ou doit-on mettre dans la même balance les deux droits? Voilà les questions capitales qui exigent des réponses éclairées. Avant que les diverses disciplines convoquées à ce panel de réflexion apportent leur lumière, je voudrais émettre trois hypothèses qui pourraient baliser le chemin tant pour la reconnaissance de la subjectivité de l'enfant à naître que pour la jouissance de ses droits. Première hypothèse, même s'il n'a pas encore la capacité de se constituer comme un sujet conscient de lui-même, de raisonner ou d'exercer sa liberté d'action, l'enfant à naître ne peut-il pas être reconnu comme une personne du moment qu'on sait qu'il est un être vivant et surtout une humanité en phase de graduation, de maturation et d'affermissement? L'hypothèse mérite d'être prise au sérieux quand on se rend compte après la rencontre des adeptes masculins et féminins d'œuvres formées à un patrimoine génétique différent de celui de son père et de sa mère. Ce patrimoine
seule et même entité, c'est-à-dire l'être vivant avec un corps et une âme. En raison de cette vitalité et de cette humanité dans le petit de l'homme, Christine Boutin affirme qu'il est le tout premier citoyen dont l'État doit s'occuper à cause de son caractère faible, fragile et vulnérable. Elle l'appelle d'ailleurs embryon citoyen. Embryon citoyen. La tradition africaine croit fermement